Parce que de la relève, il y en a extrêmement de la relève. Mais qu'on donne aux cultivateurs le contrôle de fixer ses prix, Oui. qu'ils soient payés. Oui. Non pas fixés par les compagnies comme Canada Packer, comme Burns, comme Swift. Il est celui qui a le gros monopole crème, de l'alimentation. Oui, mais c'est dur pour un Ah, c'est dur! pour un Une petit- société qui se peut endormir est tout le temps dure à réveiller. Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y'a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Alright, on est back, ça fait longtemps. Ok! Bleu Cinéma, épisode 46. Ça fait un bout que j'étais pas là. J'étais parti, là j'étais revenu, ça faisait longtemps. Gros programme. Pierre Perrault, Karl Marx. Rien de moins. On va faire l'histoire du capitalisme. Gros programme pour de vrai. On va pas virer fou non plus, là, mais ça devrait bien aller, d'après moi. Abonnez-vous à Bleu Cinéma. Avant, là, j'oublie tout le temps, là, mais j'y pense. Là. Abonnez-vous à Bleu Cinéma. C'est important. C'est bon pour la tête. À cette heure, Monsieur Karl. Le fameux livre Le Capital. Écrit en 1800... on part, direct. C'était direct, là. Il n'y a pas de temps à perdre. 1867, Karl Marx. Le Capital, livre 1. Ben voilà. Donc, au programme, premièrement, on va se tourner vers une partie bien précise du dit livre. Deuxièmement, je vais expliquer comment ce que j'ai expliqué sont en lien avec les films de Pierre Perrault, notamment ceux tournés en Abitibi dans les années 70. Comment finalement ça illustre parfaitement les processus par lesquels s'installe le capitalisme, c'est ce qu'on va voir. Néanmoins, dans une espèce d'anachronisme assez curieux. Bon, enfin. D'abord, dans ce fameux gros livre dont on parle tout le temps, notre grand chum Karl fait une analyse on ne peut plus exhaustive du capitalisme et de son fonctionnement. C'est pas mêlant, je veux dire, il vire ça de tous les bords, tous les côtés, chaque petite couture, chaque petit boulon, chaque petit recoin de capital. Évidemment, je vais pas expliquer ça au complet aujourd'hui. Ce serait juste impossible, là, puis je suis pas pantoute en moyen de synthèse pour faire ça. Mais ce que je peux faire, c'est expliquer une partie du livre. C'est ça qu'on va faire. La fin, les derniers chapitres. Pour ça, à mon idée, on n'a pas besoin d'une compréhension préalable du livre qui s'attarde notamment là, à la théorie de la valeur, au concept de plus-value, de survaleur, puis de capital et bien d'autres affaires. Dans les derniers chapitres, 24 et 25, Marx procède à une étude historique du capitalisme. Il cherche à savoir comment ce système-là est venu au monde, puis comment il s'est établi, par quels moyens. Fait c'est plus l'histoire qu'on va faire aujourd'hui. Tout au long du livre, avant ça, Marx explique en effet comment un objet utile se transforme en marchandise. C'est quoi le concept de marchandise? Comment ça marche? Comment l'argent est transformé en capital? Comment le capitalisme fonctionne, c'est-à-dire finalement comment la croissance sans fin qui est au centre même des principes du capitalisme. C'est ça que Marx explique en grande majorité dans ce livre-là. C'est ça. Ben, pour comprendre tout ça, c'est chapitre 1 à 23. Là, avec ça, by the way, je travaille avec cette édition qui est la version des presses universitaires de France, traduction de Jean-Pierre Lefebvre, qui est au sens de tout le monde la meilleure. J'ai une autre version là du livre qui de Flammarion qui pour tout dire vaut pas de la merde. Les chapitres sont même pas divisés de la même manière. Mais ceci dit, des fois, conseil d'amis, là. Conseil d'amis.
Conseil d'amis, man. Voyons, de quoi tu parles. Non, mais conseil quand même. C'est toujours bon d'avoir 2 traductions pour comprendre des fois des concepts un peu plus. Des fois des affaires un peu compliquées, des concepts un peu théoriques des fois. C'est bon d'avoir 2 traductions ou même d'avoir le livre dans 2 langues. C'est sûr qu'on essaie de lire dans la langue originale quand on peut. Si on peut pas, hélas, je lis pas l'allemand, là, fait que j'ai pas lu le livre en allemand. Mais on travaille là-dessus. Mais c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, si, mettons, tu le lis une fois en français, après ça, une fois en anglais, ben, c'est pratique, c'est plus facile des fois pour comprendre. Se faire expliquer 2 fois la même affaire, mais dans des mots différents, ça peut aider à la compréhension. 2 traductions ou 2 langues, ça fait la même job. Fait que, un conseil, des fois, si tu bugs à quelque part, ben, va chercher une autre langue, tu sais. Donc, c'est ça. Ceci dit, je travaille avec la version de Jean-Pierre Lefebvre. Procurez-vous-la si vous êtes à terme de lire ça. Mais bon, c'est là que ça part. C'est là que ça part, Yes McCain. Watchez-vous parce que là, je vais citer beaucoup. Mais ça va à peine parce que Marx écrivait très bien. Fait qu'il faut citer. Donc, au chapitre 24 et 25, Marx fait une analyse historique du capitalisme. La question en jeu est la suivante. Si le capital a besoin d'un capital avant pour en faire plus, c'est à se demander d'où vient le premier capital, le premier profit, la première accumulation, l'accumulation initiale de capitaux, comme dit Marx, qui a permis de lancer la roue infinie du système. Marx veut trouver la genèse. Puis genèse, très exactement, il y a, parce qu'il nous dit... Et je cite, « Cette accumulation initiale joue dans l'économie politique à peu près le même rôle que le péché originel en théologie. Adam a mordu la pomme et le péché s'est abattu sur le genre humain. » On fait une comparaison entre l'accumulation initiale de capital puis le péché originel de la Bible. Marx continue en parlant de l'accumulation initiale. Il dit qu'à l'opposé du péché originel qui a jeté tout le monde dans le péché, Marx dit qu'en économie politique, c'est pas tout le monde qui a été jeté dans le péché. Il veut dire, il advint ainsi que les uns accumulèrent de la richesse et que les autres n'eurent en définitive rien d'autre à vendre que leur peau. Et c'est de ce péché originel que date la pauvreté de la grande masse qui, en dépit de tout son travail, n'a toujours rien d'autre à vendre qu'elle-même, et la richesse de quelques-uns qui croient continuellement, bien qu'ils aient depuis longtemps cessé de travailler. Donc, d'un bord, une masse de travailleurs, puis de l'autre bord, des hosties de patronneux. Marx place le début du capitalisme au 16e siècle, à peu près. Ça change selon un pays, plus ou moins, mais c'est à peu près ça. Les années 1500. Puis, il faut dire que dans le livre, il prend comme cas d'étude l'Angleterre par-dessus tout. L'Angleterre est pour lui la forme la plus classique de l'évolution historique du capitalisme. L'arrivée du système va main dans la main aussi avec la mondialisation des marchés, puis les grandes découvertes. Oui, les grandes découvertes. Donc l'Angleterre en particulier, mais aussi les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la France, qui sont devenus bien puissants à partir de ce moment-là. Fait que, tu sais, ça arrive tout concorde, là, tu sais. Mais il va prendre quand même en plus en étude comme cas d'étude l'Angleterre. Ce qui s'est passé, c'est que avant le capitalisme, c'était le système féodal. On se fait du système féodal. On était des serfs, des paysans qui s'occupaient d'une terre qui appartenait à un seigneur. Puis on cultivait une partie pour le seigneur, puis le reste c'était pour nous autres. C'est ça le système féodal, là. Bon, tu donnais... C'était un fief, là. En tout cas, c'était le servage, là. Bon. Même une fois le servage qui a été aboli dans plein de pays d'Europe, là, une partie... les paysans ont quand même continué leur petite besogne de manière assez libre, en profitant des terrains communaux pour faire paître du bétail, puis tout le kit, là. Fait que ça avait continué quand même s'il n'y avait plus la féodalité comme au Moyen-Âge, mettons, là.
Tout allait relativement bien pour la classe ouvrière à ce moment-là. Mais, ce qui a tout changé pour ces populations rurales-là, le péché originel commis à leur endroit, c'est que ils ont été expropriés de leurs terres. Marx nous dit, dans l'histoire de l'accumulation initiale, les moments qui font époque sont tous les bouleversements qui servent de levier à la classe capitaliste en formation. Mais surtout, ce sont les moments où de grandes masses d'hommes ont brusquement et violemment été arrachés à leurs moyens de subsistance et jetés, prolétaires hors la loi, sur le marché du travail. La base de tout ce processus, c'est l'expropriation hors de sa terre du producteur rural, du paysan. Quand il dit prolétaire hors la loi, en allemand, il dit vogelfrei prolétarier. Vogelfrei, c'est comme libre comme un oiseau. Vogel, c'est l'oiseau. Frei, free, libre. Dans le code pénal allemand, ça se résume à être un hors la loi, un vogelfrei. Mais on peut aussi entendre, si on fait un peu de... on pourrait dire aussi que c'est comme être laissé, être donné aux oiseaux, être jeté aux oiseaux. Comme si tu allais te faire manger le corps comme par des vautours, là, tu sais. T'étais un déchet, tu sais. T'étais plus rien, tu valais plus rien. C'est ça le concept du hors-la-loi qui se fait exproprier de sa terre. Marx avait un beau style d'écriture quand même. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais c'est long ce processus-là. Mais il y a vraiment eu un moment où finalement, c'est ça, les classes paysannes sont faites exproprier pour être réduits à des locs humaines malgré eux. Marx paraphrase un dénommé Thornton. Il dit « La classe ouvrière anglaise fut précipitée sans aucune transition de son âge d'or dans l'âge de fer. » Vraiment comme une espèce de... Tu sais, la condition du paysan, c'était horrible. C'est vraiment devenu de la merde. Un dénommé Harrison, cité par Marx, signale comment ces expropriations ont ruiné le pays, comment les habitations de paysans et les cottages des ouvriers furent rasés de manière violente ou condamnés à tomber en ruine. Ces expropriations étaient en partie accélérées par le pouvoir royal, mais pas seulement. C'était pas comme juste une décision politique, là. Il y avait, c'était surtout les grands seigneurs féodaux là, qui étaient la future bourgeoisie, pas des propriétaires, qui ont crissement foutu le monde dehors des terres qui étaient propriétaires. Puis ils se sont même appropriés là, les terres communales qui appartenaient à tout le monde. Ils ont juste fait, ok, non, bye, c'est moi qui décide. Ils ont foutu, puis là le monde, c'est comme, ok, ils pouvaient plus cultiver, ils pouvaient plus rien faire. Puis, ils ont transformé tout ça en pâturage de moutons, entre autres. Ils transféraient ça en pâturage de moutons, parce que là, finalement, c'est bien plus payant d'avoir des milliers de moutons qui sont gérés par 2-3 bergers, puis faire de la laine avec ça. Parce que la laine, là, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'usines dans les villes qui commençaient à émerger en même temps. Des lainières. Pour avoir de la laine, t'as besoin de moutons. Fait que il y a une accumulation initiale là, qui se passe là, mais qui est provoquée par le fait que pour faire ça, il faut que tu crisses tout le monde dehors. T'sais. Complètement, de manière violente. Parce que c'est ça, c'était pas ces usurpations-là, ces expropriations n'étaient pas sans raison. Il y avait comme une raison pécuniaire là, qui était à l'origine de ça. Faire de l'argent avec des moutons. Puis, bon, c'est ça. Toujours est-il que ces expropriations-là ont plus ou moins fait réagir la classe politique en pouvoir parce que, je veux dire, à un moment donné, tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens. Là, que les gouvernements essayaient un peu de faire quelque chose, mais sans trop de succès. Parce que finalement, rapidement, les seigneurs féodaux ont fini par prendre le pouvoir complètement. Marx parle notamment en 1688 au 17e siècle. En Angleterre, c'est consolidé le pouvoir bourgeois avec The Glorious Revolution qui a amené Guillaume III au pouvoir, puis avec lui, il cite
les profiteurs, les faiseurs de plus fonciers et capitalistes. Et ceux-ci inaugurèrent l'ère nouvelle en portant à une échelle incommensurable le pillage, jusqu'alors modestement géré, des domaines de l'État. Les capitalistes bourgeois favorisèrent l'opération dans le but, entre autres, de transformer la terre en article de commerce pur et simple, d'étendre le domaine de la grande entreprise agricole et d'augmenter leur approvisionnement en prolétaires ruraux sans feu ni lieu. Marx il dit en note de bas de page le fait que la révolution s'est appelée glorieuse simplement parce que c'est l'histoire bourgeoise qui a écrit. Il suit absolument rien de glorieux dans cette révolution-là, si ce n'est que ça consiste juste en foutant du monde, en réduisant tout le monde à des sans-abri. Marx parle d'une autre note de bas de page assez comique quand il dit que Guillaume III, lui qui a amené tous les mangeux de marde là, qui pillaient puis qui expropriaient le monde, il dit en note de bas de page, il dit « Un exemple de la morale privée de ce héros bourgeois parmi tant d'autres », très ironique, toujours, il dit « Les grandes concessions de terres attribuées à Lady Orkney », Lady Orkney, qui était une courtisane du roi, là, une greluche royale, dans le fond. Les grandes concessions de terres attribuées à Lady Orkney en Irlande en 1695 sont une preuve publique de la sympathie du roi et de l'influence de cette lady. Les précieux services de Lady Orkney semblent avoir consisté en foeda labiorum ministeria, qui se traduit par prestations labiales impures. Note 199-200, page 814. Fait que dans le fond, Guillaume III d'Orange, lui, il a donné des terres en Irlande qu'il a complètement volé au monde là-bas. Il a donné ces terres-là à sa lady parce que il suçait la queue, dans le fond, en dessous de la table. Peut-être que c'était rien que des minouches aussi en même temps, je sais pas, là, mais ça demeure de la besogne de très bas niveau. La morale privée de ce héros bourgeois, là, pas très illustre. C'est ça le monde au pouvoir. Ça commence déjà de même, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas changé ben dans le fond. Tu penses à Clinton puis Monica Lewinsky. Un autre exemple assez de la transformation là, tranquille de la transition vers le capitalisme. Dans les Highlands, dans le nord de l'Écosse, on a chassé les Gaëls, qui étaient un peuple autochtone du nord des îles anglaises. Pareil comme si c'était des rats. Marx cite un dénommé George Ensor. Il dit « Les grands d'Écosse, c'est-à-dire les bourgeois, ont exproprié des familles comme ils arracheraient de la mauvaise herbe. Ils ont traité des villages entiers et leur population comme les Indiens traitent pour se venger les tanières des bêtes sauvages. L'homme est vendu pour une toison de moutons ou un gigot d'agneau, parfois même pour moins que ça. Lors de l'invasion des provinces chinoises du Nord, le Conseil mongol proposa d'exterminer les habitants et de transformer leurs terres en pâturage. Eh bien, c'est cette proposition qui a été réalisée par de nombreux landlords de Haute-Écosse dans leur propre pays contre leurs propres compatriotes. Sale, très sale et grave. C'est comme ça qu'on starte ça, un capitalisme, c'est pas maintenant. Une autre anecdote assez fucked up. En Haute-Écosse, après qu'il ait expulsé toutes les Gaëls de là, les riches landlords se faisaient des pâturages de moutons, mais ils poussaient aussi des cerfs à aller se promener là-bas pour simplement aller les chasser. Du coup, ce monde-là appelait ça des deer forests. Au seul détail qu'il n'y a pas un tabarnak d'arbres dans les montagnes des forêts du nord de l'Écosse. Marx il dit « Et enfin, pour clore le tout, une partie des pâturages à moutons est retransformée en réserve de chasse. On sait qu'il n'y a pas à proprement parler de forêt en Angleterre. Le gibier élevé dans les parcs des grands est un bétail domestique et constitutionnel. Gras comme les Aldermen de Londres, ce qui explique que l'Écosse soit le dernier asile de la noble passion. La noble passion étant la chasse. »
C'est bon, man. Il est tannant, Carl, là, quand même. Mais c'est bien, tu sais, c'est ça. Il était un peu pamphlétaire. Voici donc comment Marx résume l'accumulation initiale du capitalisme, la genèse du capitalisme. Il dit, je cite, « Pillage de biens d'église, aliénation frauduleuse des domaines de l'État, vol de la propriété communale, transformation usurpatoire de la propriété féodale et de la propriété du clan en propriété privée moderne, menée à son terme avec un terrorisme impitoyable. Autant de méthodes idylliques de l'accumulation initiale. » Idyllique, évidemment, bien ironique dans la phrase. C'est par elle que furent conquis les champs pour l'agriculture capitaliste, que la terre fut incorporée au capital et que fut créée pour l'industrie des villes l'apport nécessaire en prolétariat exploitable à merci. Voilà donc comment l'accumulation initiale du capitalisme se fait. Des fermiers sont expulsés, expropriés, volés, violentés, puis réduits à être des hommes sans feu ni lieu, des hommes sacrés, pour parler comme Agamben. Ils sont réduits à rien. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est d'aller vendre leur force de travail aux propriétaires de compagnies en ville, parce qu'il n'y a plus rien à faire en campagne. Le tout a été volé. Ils n'ont plus rien. C'est beau la vie, merci. Ce monde-là, expulsés des campagnes, sont donc forcés d'aller travailler en ville pour vivre. Puis forcés, c'est le cas de le dire, parce que s'ils ne travaillent pas, on les considère désormais comme des vagabonds illégaux qui sont menacés de peines criminelles, puis même pire, de mort. Je vais donner quelques exemples que Marx cite dans une sous-section qui nomme « Législation draconienne frappant les expropriés à partir de la fin du 15e siècle ». Là, je vais lire une couple d'exemples. Il faut comprendre que le capitalisme, c'est pas juste comme ça que ça marche. C'est pas, je veux dire, ça se paraît comme si ça vivait depuis toujours, pour toujours. C'est de la merde qui fuel au sang du monde. C'est pas mêlant, là. C'est de même, ça marche. Puis Marx va donner plein d'exemples de ces législations draconiennes, là. Je vais en lire quelques-unes, puis là, peut-être traumavertissement, trigger warning, peut-être, parce que c'est quand même assez rough de lire ça. Je vais commencer par un extrait, page 826, 7, 8. C'est... OK. Je dis pas... Il nomme plusieurs cas, un après l'autre. Donc, je lis. En Angleterre, cette législation commença sous Henri VII. Henri VIII en 1530. On est en 1530. Les mendiants âgés et inaptes au travail obtiennent une licence de mendicité. En revanche, les vagabonds valides sont flagellés et jetés en prison. On les attache derrière une charrette et on les fouette jusqu'au sang, après quoi ils doivent jurer sous la foi du serment de retourner sur leur lieu de naissance ou à l'endroit qu'ils ont habité dans les 3 dernières années et de se mettre au travail. To put himself to labor. Cruelle ironie, après t'être fait crisser dehors de ta propre... alors que tu travaillais chez vous. 27e année du règne de Henri VIII, le statut antérieur est confirmé mais aggravé par de nouveaux ajouts. S'il est repris en flagrant délit de vagabondage, le vagabond sera fouetté une nouvelle fois et on lui coupera la moitié de l'oreille. La 3e fois, le récidiviste sera considéré comme un grand criminel et un ennemi de la communauté et il sera exécuté. Sous Édouard VI, un statut datant de 1547, première année de son règne, prescrit que quiconque refuse de travailler sera adjugé comme esclave à la personne qui l'aurait dénoncé comme oisif. Le maître nourrira son esclave de pain et d'eau, de boissons médiocres et des déchets de viande qu'il lui semblera bon de donner. Il a le droit de lui imposer par le fouet et par les chaînes n'importe quelle espèce de travail, y compris le plus répugnant. Si l'esclave s'éloigne une quinzaine de jours, il sera condamné à l'esclavage à vie et marqué au fer rouge de la lettre S sur le front ou les joues. S'il s'enfuit une 3e fois, il sera exécuté pour trahison de l'État. Le maître peut le vendre, le léguer par testament, le louer comme esclave, au même titre que ses autres biens mobiliers et que son bétail. Si les esclaves entreprennent quoi que ce soit contre leur maître, ils seront également exécutés. Les juges de paix sont tenus, sur information, de faire rechercher les bonhommes. S'il se trouve qu'un galvaudeux a traîné désœuvré pendant 3 jours, il devra être ramené à son lieu de naissance, marqué au fer rouge, signe V sur la poitrine, enchaîné et employé au nettoyage des rues ou à toutes sortes de tâches. Si le vagabond indique un faux lieu de naissance, il sera condamné à devenir esclave de ce lieu, de ses habitants et de la corporation. Il sera marqué d'un S au fer rouge. Tout un chacun a le droit de prendre aux vagabonds ses enfants et de les garder comme apprentis. Les garçons jusqu'à 24 ans, les filles jusqu'à 20. S'il s'enfuit,
Ils seront jusqu'à cet âge les esclaves des patrons, qui peuvent les enchaîner, les fouetter, etc., autant qu'il leur plaît. Chaque maître a le droit de passer un anneau de fer autour du cou, des bras, des jambes de son esclave pour mieux les reconnaître et être plus sûr de lui. La dernière partie de ce statut prévoit que certains pauvres devront être employés par la localité les individus qui leur donnent à manger et à boire et acceptant de leur trouver du travail. Cette sorte d'esclave de paroisse s'est maintenue en Angleterre jusqu'à une date avancée au 19e siècle, sous le nom de roundsmen. Sous Élisabeth en 1572, les mendiants sans licence âgés de plus de 14 ans seront sévèrement fouettés et dans le cas où personne ne voudrait les prendre à leur service, pendant 2 ans, marqués au fer jour sur le lobe de l'oreille gauche. En cas de récidive, et s'ils sont plus de 18 ans, ils seront exécutés si personne ne les veut prendre à son service pendant 2 ans. La 3e fois, ils seront exécutés sans possibilité de grâce comme traître à la nation. Sous Jacques Ier, tout homme errant ou pratiquant la mendicité sera déclaré truand et vagabond. Les juges de paix siégeant à Petty Sessions ont le pouvoir de les faire fouetter sur la place publique et d'ordonner leur emprisonnement. La première fois pour 6 mois, la seconde pour 2 ans. Pendant la durée de l'emprisonnement, ils pourront être fouettés aussi souvent et autant que les juges le souhaiteront. Les truands, autant que les juges de paix le jugeront... les truands incorrigibles et dangereux doivent être marqués d'un R sur l'épaule gauche et condamnés aux travaux forcés. S'ils sont repris à mendier, ils seront exécutés sans possibilité de grâce. Ces ordonnances, légalement vigueur jusqu'au début du 18e siècle, ne furent abolies que par l'acte C-23 de la 12e année du règne d'Anne, 1714. Marx termine en disant « C'est ainsi que le peuple des campagnes, brutalement exproprié et expulsé de sa terre, réduit au vagabondage, fut astreint par des lois d'un terrorisme grotesque, à la discipline nécessaire au salariat à coups de fouet, de marques de fer rouges et de torture. » C'est comme ça que les pauvres gens expropriés sont fait mettre au pas. C'est de même ça marche. Coup de fouet, marquage au fer puis torture. C'est Sir Miller. Pas à croiser à s'amuse, mettons. Donc finalement, on a volontairement démantelé les régions rurales des gens qui cultivaient pour leur compte puis qui étaient des propriétaires de moyens de production pour faire de ceux-ci des gens avec plus rien, séparés de leurs moyens de production pour finalement être transformés en cheap labor. Puis si tu voulais pas travailler, parce que ça te faisait chier cette situation-là, ben on te fouettait au sang puis on te tuait. Ben, merci la vie. Fait que c'est donc pendant ce temps-là, entre le 16e puis le 18e siècle, que les principaux intéressés, c'est-à-dire les pays coloniaux tels que l'Angleterre, la France, l'Espagne, la Hollande, le Portugal, se sont constitués des empires à travers le monde sur littéralement tous les continents, de l'Océanie à l'Asie, de l'Afrique aux Amériques. Marx dit que le système colonial repose sur... C'est fou qu'il dise ça déjà en 1667. Là. Il veut dire, Chris, c'est incroyable. Marx dit que le système colonial, je cite, repose sur la violence la plus brutale. Marx cite 3 exemples atroces. Il cite d'abord un dénommé Ovid, qui dit, je cite, les actes de barbarie et les infâmes atrocités des races soi-disant chrétiennes dans toutes les régions du monde et à l'encontre de tous les peuples qu'elles ont pu soumettre à leur joug n'ont leur pareil dans aucune ère de l'histoire universelle, chez aucune race si sauvage, si inculte, si impitoyable et cynique qu'elle fût. Marx continue, va parler des Hollandais qui s'étaient emparés de la ville de Malacca en Malaisie qui est pleine de prisons secrètes, toutes les plus épouvantables les unes que les autres, où l'on entasse les misérables victimes de la cupidité et de la tyrannie, enchaînés, arrachés par la force à leur famille. Les Hollandais sont rentrés là-dedans comme des rossales dans la ville en inventant des niaiseries. Rien que pour tout prendre le contrôle là-bas. Partout où ils mettaient le pied, ils laissaient des contrées dévastées et dépeuplées. Je cite là. La province de Banjuwangi à Java, qui comptait plus de 80 000 habitants en 1750, en comptait plus que 8 000 en 1811. À peu près 50 ans. Ça n'a pas de bon sens. Marx termine en disant, encore sur un ton bien ironique, c'est ça le doux commerce. Je cite un dernier passage qui est assez impressionnant. Page 45-46. Il va parler
des indigènes d'Amérique. Naturellement, le traitement des indigènes était plus atroce que partout ailleurs dans les plantations destinées au commerce d'exportation, comme c'est le cas dans les Indes occidentales et dans les pays riches et à forte densité de population, comme le Mexique et les Indes orientales. Cependant, même dans les colonies proprement dites, le caractère proprement chrétien de l'accumulation initiale ne se démentit point. En 1703, les puritains de la Nouvelle-Angleterre, ces sobres virtuoses du protestantisme, promirent, par décret de leur assemblée, une prime de 40 livres pour tout scalp d'Indien et pour toute peau rouge fait prisonnier. En 1720, ils promirent 100 livres par scalp. Puis en 1740, après que le Massachusetts Bay eut déclaré rebelle une certaine tribu, pour un scalp mâle de 12 ans et plus, 100 livres en nouvelle monnaie, 105 livres pour des prisonniers mâles, 50 pour des femmes et des enfants prisonniers, 50 pour des scalps de femmes d'enfants. À l'instigation de commanditaires anglais, ils subirent eux-mêmes le tomahawk. Le Parlement britannique proclama que l'usage de dogues sanguinaires dressés à les poursuivre et à la pratique du scalp étaient des moyens que Dieu et la nature avaient mis entre ses mains. Il envoyait des chiens, man. Il envoyait des chiens sur le monde pour les... Tu sais, sacrément. Il faisait passer ça sur le dos de Dieu. Hey, ça, c'est la miséricorde divine, man. Incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Ok, dernière citation d'un dénommé Fielden, qui était lui-même un financier et un industriel britannique, qui en revient pas de voir ce qui se passe au Lancashire, près de Manchester, à Londres. Lui, il va dire, c'est peut-être le plus horrible de toutes les citations, honnêtement. Mais ça va terminer ça, ben pas ça, mais en tout cas, ce segment sur les mesures draconiennes. Qu'est-ce que c'était? Donc, il dit, dans le Derbyshire, le Nottinghamshire et surtout le Lancashire, dit Fielden, la machinerie d'invention récente a été mise en œuvre dans de grandes fabriques à proximité immédiate des rivières capables de faire tourner la roue hydraulique. Il a fallu tout à coup des milliers de bras dans ces endroits éloignés des villes. Et le Lancashire, notamment, jusqu'alors relativement peu peuplé et stérile, s'est trouvé avoir besoin avant toute chose d'une population. On a réquisitionné surtout des petites mains agiles. Aussitôt, l'habitude s'est prise de se procurer des apprentis dans les différentes workhouses des paroisses de Londres, de Birmingham et d'ailleurs. Des milliers et des milliers de ces petits êtres sans défense qui avaient entre 7 et 13 ou 14 ans ont ainsi été expédiés vers le nord. Le maître, c'est-à-dire le voleur d'enfants, avait coutume de vêtir, nourrir et loger ses apprentis dans une maison des apprentis proche de l'usine. On a engagé des gardiens pour les surveiller. L'intérêt de ces esclavagistes était de faire trimer les enfants à outrance car leur paie était proportionnelle à la quantité de produits qu'ils pouvaient leur extorquer, ce qui ne pouvait pas ne pas engendrer de cruauté. Dans de nombreux districts industriels du Lancashire, en particulier, ces pauvres créatures innocentes et encelées, consignées sous les ordres du patron de la fabrique, étaient soumises aux tortures les plus déchirantes. L'excès de travail les poussait à la mort, ils étaient fouettés, enchaînés et torturés avec les raffinements les plus recherchés en matière de cruauté. Là, c'est Fielden qui parle encore. Là. Lui c'est un capitaliste, puis il n'en revient même pas. Souvent, on les affamait jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus que la peau sur les os. Et le fouet les maintenait au travail. Quelquefois même, on les poussait au suicide. Les belles vallées romantiques du Derbyshire, du Nottinghamshire, du Lancashire, loin des regards du public, devinrent d'effroyables déserts où la torture, voire l'assassinat régnait en maître. Les profits des fabricants étaient énormes. Cela ne faisait qu'aiguiser leur appétit de loup-garou. Ils instaurèrent la pratique du travail de nuit, c'est-à-dire qu'après avoir épuisé jusqu'à la paralysie un groupe d'ouvriers par le travail de jour, ils tenaient un autre groupe prêt pour le travail de nuit. Le groupe de jour entrait dans les lits que le groupe de nuit venait tout juste de quitter, et vice-versa. Dans le Lancashire, la tradition populaire dit que les lits ne refroidissent jamais. Ça glace le sang. Marx clôt la section dans des mots on ne peut plus frappants, encore une fois, va dire « Si l'argent, comme dit Augier, vient au monde avec des taches de sang naturel sur une joue, le capital, à lui,
Quand le capital, quant à lui, vient au monde, dégoulinant de sang et de saleté par toutes ses pores, de la tête aux pieds. C'est comme ça que le chapitre 24 se termine. Ça fasse dans le dash, mettons. Fait que c'est ça, là. C'est ça, là, le comment que ça s'installe, le capitalisme. Là. C'est pas beau, là. C'est ça, on parle de... C'est le même système dans lequel on vit aujourd'hui. C'est parti de même, puis c'est encore comme ça. By the way. Ça n'a jamais changé, c'est les mêmes principes. Il y a encore du monde qui se tue à cause de la job. Bon. Maintenant, le chapitre 25, dernier chapitre, intitulé « La théorie moderne de la colonisation ». C'est là que ça va devenir intéressant pour embrayer sur Perrault puis les films en Abitibi. Là, maintenant, on a compris comment que le capitalisme est créé, comment l'accumulation initiale arrive. Puis ça met en place, c'est vol de terrain, expropriation, usurpation, violence. C'est tout ça. Travail d'enfants. Il y a encore des enfants partout qui travaillent dans le monde. Là. Oublie pas ça. Ça n'a pas changé même. Hein. Dans le dernier chapitre, donc, Marx se vire vers les colonies, notamment celles d'Amérique, parce que pour lui, les colonies révèlent le secret obscur de la genèse du capitalisme. Les colonies d'Amérique mettent au grand jour le fait que le capitalisme ne peut pas fonctionner sans l'exploitation d'une grande masse de travailleurs pauvres. Gardons en tête ce que je viens de dire. Là, comment que le capitalisme s'est imposé en Europe. C'est exactement sous ce principe-là. On a besoin d'une masse de monde pauvre, fait qu'on écrit dehors de leur propriété. Oui, voilà. Marx ouvre son chapitre en disant: il est dans le principe de l'économie politique de confondre deux sortes de propriétés privées très différentes. Donc, on a tendance à confondre deux sortes de propriétés privées qui sont bien différentes. La première fondée sur le travail propre du producteur, l'autre sur l'exploitation du travail d'autrui. L'économie politique oublie que non seulement cette dernière constitue le contraire de la première, mais qu'elle ne pousse aussi que sur sa tombe. C'est bien écrit, c'est effrayant. Dans le fond, pour que le capitalisme s'installe, c'est-à-dire la propriété privée fondée sur le travail d'autrui, pour que ça s'installe, il faut que le paysan libre, qui lui part de la propriété privée fondée sur le travail personnel, il faut que ça disparaisse pour que la propriété privée fondée sur le travail d'autrui existe. C'est... gardons ça en tête. En colonie, ça ne marche pas si simplement, parce qu'il y a d'une part pas mal d'espace, il y a beaucoup d'espace, puis que le propre d'une colonie, ben, c'est que le colon soit propriétaire de son terrain. On l'amène là en disant ça. Si tu vas t'en là-bas, tu vas avoir un terrain, tu vas être là. T'sais. Puis tu serais bien fucké de dire, dans une fois qu'il arrive là, dis ouais, non, finalement, tu vas travailler à la mine, puis là, quoi que ce sera pas bien long. En tout cas. De toute façon, il n'y a pas d'usine encore dans les colonies parce qu'il n'y a justement pas de cheap labor pour en bâtir. Le capitalisme a de la misère à s'installer en colonie. C'est ça que Marx va dire dans le dernier chapitre. Le colon en colonie, il fait un peu ce qu'il veut. Il est souvent, il fait tout. C'est pas juste un cultivateur. Il fait ses meubles, son savon, son linge, il fait du tissage, sa laine. Il fait tout. Là. C'est un paysan qui fait tout. Les colons d'Amérique sont donc très indépendants parce qu'ils possèdent leurs moyens de production. On parle ici des citoyens qui sont libres, là. On ne parle pas des esclaves puis qui sont vraiment des hétérotopies de souffrance. Là. On parle des colons normaux, entre guillemets. Ce qui se passe en colonie, donc, c'est que le capitalisme s'exporte mal. Parce que les colons tentent à s'émanciper du pouvoir capitaliste une fois rendus dans la colonie. Puis ça, c'est bien la catastrophe pour nos pauvres financiers qui ont peine à faire des profits dans le Nouveau Monde. Nouveau Monde qu'ils ont fraîchement, d'ailleurs, volé aux Premières Nations. Marx, c'est un exemple qui est quand même, encore une fois, assez comique d'un pauvre yard qui a de la misère à faire de l'argent. Là, il parle d'un Edward Gibbon Wakefield. Là, je vais en parler dans 2 secondes. Il dit « Wakefield a d'abord découvert dans les colonies que la propriété d'argent, de moyens de subsistance, de machines et d'autres moyens de production ne suffisait pas
à faire d'un homme un capitaliste. S'il manquait le complément, le travailleur salarié, l'autre homme obligé de se vendre lui-même de son plein gré, le capitaliste ne peut pas s'installer. Il a découvert que le capital n'était pas une chose, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des choses. Marx, c'est fort. Et là, il dit, Mr. Peel nous raconte-t-il sur un ton larmoyant, en emportant pour 50 000 livres de moyens de subsistance et de production, quitta l'Angleterre pour la rivière Swan en Nouvelle-Hollande. Mr. Peel fut assez prudent pour amener, outre cela, 3000 personnes de la classe laborieuse, hommes, femmes et enfants. Hélas, une fois arrivé à destination, Mr. Peel se retrouva sans même un serviteur pour faire son lit ou lui puiser de l'eau à la rivière. Poor Mr. Peel, qui avait tout prévu, sauf d'exporter les rapports de production anglais sur les rives de la Swan River. C'est genre drôle, man, allez. Pauvre Mr. Peel. Poor Mr. Peel. Il avait tout prévu, sauf d'exporter des rapports de production anglais. C'est solide. Donc, c'est ça. Marx parle d'un dénommé Edward Gibbon Wakefield, qui est le grand génie de la colonisation du Commonwealth. Lui, mon homme, là, il en revient pas pantoute que les colons soient indépendants des colonies. Lui, voyons, man, ça se peut pas, il est pas capable d'en venir. Il est tellement aveugle de ses évolutions financières qui se rend même pas compte qui se rend même pas compte que sa propre stupéfaction est révélatrice de l'escroquerie nécessaire à l'établissement du capitalisme. C'est ça qu'ils sont tellement stupides, ce monde-là. Pour Wakefield, le capitalisme s'est installé graduellement par une espèce de processus historique naturel, là, un peu qui relève je sais pas trop, je dirais pas processus historique, là, mais pour pas être trop hegelien, mais je veux dire, pour Wakefield, là, lui, il dit, ce qu'il dit, c'est qu'en Europe, le capitalisme s'est installé tout seul, que les masses de paysans ont juste décidé par eux-mêmes d'aller travailler pour les compagnies, t'sais. Lui, dans sa tête, il n'y a pas d'expropriation puis de mesures draconiennes, là, t'sais. Lui, ce qu'il pense, c'est ça, là, c'est que le système économique là, du capitalisme, c'était le bon gré des masses paysannes. Mais l'affaire, c'est que s'il pense de même, lui, en bon capitaliste, pourquoi le capitalisme ne s'installe pas de manière tout aussi naturelle en colonie? Pourquoi Wakefield a été forcé d'inventer ce qu'il a appelé la colonisation systématique? La colonisation systématique, c'est un modèle de colonisation qui permettait de jeter immédiatement les colons dans le gouffre du prolétariat. Pour avant qu'ils deviennent des colons libres, tu sais. C'était décrit tout de suite dans le rapport social. Ça consistait à, ouvrez les guillemets, donner par décision gouvernementale à la terre vierge un prix artificiel ne dépendant pas de la loi de l'offre et de la demande, ce qui obligera l'immigrant à se salarier pendant un temps assez long, jusqu'à ce qu'il ait gagné assez d'argent pour acheter des terres et se transformer en paysan indépendant. Quant au fonds qui proviendra de la vente des terrains à ce prix relativement prohibitif pour le salarié, ce fonds d'argent extorqué au salaire par infraction à la loi sacrée de l'offre et de la demande, le gouvernement l'utilisera d'un autre côté pour importer dans les colonies dans la mesure exacte où il s'accroît des masses de va-nu-pieds d'Europe, grâce auxquelles on maintiendra à flot le marché du travail salarié et du sieur capitaliste. Donc, finalement, c'est la colonisation systématique, ça consistait à genre, OK, toi, tu vas venir là, en colonie, tu vas travailler pour notre compagnie un bout. Après ça, tu partiras. Faut que tu nous génères du capital un peu avant. Après ça, tu t'en iras. De toute façon, tu vas acheter une terre à nous autres. Fait qu'on va faire de l'argent sur ton achat. Puis on va réinvestir tout ça pour faire ramener plus de monde. Ça, c'est la colonisation systématique. Au lieu de faire juste venir du monde, t'as ton terrain, puis ça finit là. Ça, c'est la grande invention de Wakefield. C'est donc ce que l'Angleterre a fait en Amérique pendant plusieurs années. Ils ont fait de la colonisation systématique parce que jamais au grand jamais, des paysans libres se jetteraient corps et âme dans l'oppression du capitalisme pour le seul bien du capitalisme. C'est ça que Wakefield a découvert, dans le fond, en inventant sa colonisation systématique, c'est que ça implique le fait que il n'y a personne qui est willingly down d'aller se faire taper sa tête de même. C'est complètement stupide.
Ainsi, Marx termine son grand livre en disant, c'est une belle phrase, là. Cependant, ce n'est pas la situation des colonies qui nous occupe ici. Ce qui nous intéresse uniquement, c'est le secret découvert dans le Nouveau Monde et proclamé bien haut par l'économie politique de l'Ancien Monde. Et ce secret, c'est que le mode de production et d'accumulation capitaliste, donc aussi la propriété capitaliste, implique nécessairement la destruction de la propriété privée fondée sur le travail personnel, c'est-à-dire l'expropriation du travailleur. T'as pas de capitalisme si t'as pas de monde qui se font dominer, qui se font exproprier, qui se font chier sa tête. Ça, il se peut pas. Les capitalistes, dans le capitalisme, un colon sans colonisateur, ça peut pas exister. Un prolétaire, ça vient avec un bourgeois. C'est de même, ça marche. T'as besoin du rapport social, de dépendance du travailleur envers le capitaliste, sinon... C'est seulement quand il y a ce rapport social-là qui est installé que le capitalisme peut rouler. Ce rapport social qui, finalement, consiste en ce que les moyens de production soient transformés en capital, c'est-à-dire qu'ils soient désormais la propriété d'un petit nombre d'exploiteurs et qu'ils servent à exploiter et à dominer le travailleur. Marx écrit « Les moyens de production et de subsistance, s'ils sont propriété du travailleur immédiat, ne sont pas du capital. Ils ne deviennent capital qu'à la condition qu'ils servent en même temps de moyens d'exploitation et de domination du travailleur. » Je disais donc qu'un colon sans colonisateur, c'est une aberration dans le capitalisme, simplement parce que ça se peut pas. Dans le fond, parce qu'il n'y a personne de libre dans le capitalisme. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de capitalisme s'il y a des hommes libres partout. C'est pas ça que je viens de dire. Pour qu'il y ait du capitalisme, il faut qu'il y ait du monde pauvre, du monde exploité à rabais, puis dans le fond du monde tout sauf libre. Puis c'est là que entre Perrault dans le portrait, parce que c'est bien ça qu'un cultivateur de l'Abitibi, dénommé Horace Lalancette, qui était la vedette des films que Perrault a tourné en Abitibi dans les années 70, a découvert bien malgré lui. Il y a 4 films en Abitibi, si vous ne les avez pas vus. En 75, il y a Un royaume vous attend. En 76, il y a Le retour à la terre. En 77, il y a C'est un Québécois en Bretagne, madame. Puis en 80, il y a Jean Abitibi. Tous disponibles gratuitement sur le site de l'ONF, je le rappelle encore une fois. Le point que je veux amener ici, je le prends un peu de philosophe Alain Deneau dans Bande de colons. Livre dont j'ai d'ailleurs déjà expliqué les grandes lignes dans l'épisode 41. Si vous voulez voir ça, allez voir ça. C'est un bon épisode. Là, je vais dire simplement que le propos du livre se résume à dire que l'histoire coloniale du Canada puis du Québec a été mal pensée. Les luttes politiques de la Révolution tranquille ont importé la pensée des penseurs anticolonialistes européens comme Albert Memmi. Puis ils ont importé la dyade colonisateur-colonisé. La thèse de Deneau consiste à dire en fait que c'est pas vrai que le Québécois est un colonisé, mais c'est pas non plus vrai qu'il est un colonisateur. Le Québécois, va dire Deneau, est un colon. Il va changer la dyade pour une triade qui dit colonisateur, colon, colonisé. Le Québécois il est pris entre l'œuvre génocidaire coloniale, dont il n'est pas du tout le maître, puis non plus le décideur, puis même parfois la victime. Mais il fait néanmoins partie de cette œuvre coloniale-là parce qu'il va travailler pour les colonisateurs. Donc il est comme les petites mains de l'œuvre coloniale. Des petites, même, tu sais, comme petites, là. Le réel colonisé pour Deneau, puis c'est l'Autochtone, c'est évidemment. Lui, il a tout perdu, il n'a jamais rien gagné, ni même une petite job, il n'a rien gagné. Le Québécois est donc un colon parce qu'il est entre les deux, entre le colonisateur, entre le colonisé. Situation assez complexe, là, admettons-le. C'est à peu près ça la thèse de Deneau, résumée rapidement. Deneau, dans son livre, il prend d'ailleurs, pour exemple, Horace Lalancette des films de Pierre Perrault. Pour Deneau, ça illustre vraiment très bien que malgré la grande volonté du cultivateur d'être autochtone, puis d'être autochtone,
d'être autonome, puis de vivre dans son royaume, là, qui arrête pas de crier sur tous les toits. Il y a toujours un colonisateur en haut qui le téléguide. Il peut pas s'en libérer parce que le capitalisme demande ça. Parce que sa vie sociale est inscrite dans le capitalisme, bien malgré lui, puis sa vie est donc réglée par ce rapport social-là, qu'il le veuille ou non. Il est pas capable d'en sortir, parce que c'est un colon. Même si Horace, il arrête pas de dire, puis il revendique ce statut de colon-là, il va dire, c'est beau le mot colon, c'est comme une espèce de geste de résistance. Il est pas capable de s'émanciper comme colon parce qu'il est pris dans ce rapport social-là. C'est ce que les films de Perrault racontent. Pour ceux qui n'auraient pas vu, là, ce que ça raconte, ces films-là, c'est la fermeture des paroisses que le gouvernement, dans les années... excuse, je rephrase that. Ce que les films de Perrault racontent, c'est la fermeture des paroisses par le gouvernement dans les années 60-70, sous prétexte que les paroisses n'étaient pas rentables et les fermiers, ça marchait pas, la patente. Ce qui s'était passé 40 ans auparavant, dans les années 30 à peu près, c'est le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau avait accéléré l'immigration en Abitibi à cause que la crise foutait pas mal de troubles. Le monde était pauvre, puis il n'y avait pas de job, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, il mourait de faim. Parce qu'il était pris dans le capitalisme. La réponse est là. Fait qu'ils ont décidé d'envoyer du monde dans les paroisses un peu partout au Québec, notamment à Abitibi, à Gaspésie aussi, en leur donnant des lots. Ils ont dit, OK, un peu, tu sais, ils ont dit, allez défricher, allez faire votre terre. Retour à la terre, là, tu sais. Ce qui est en soi une décision vraiment bizarre, sachant tout ce que je viens de dire sur Marx puis la genèse du capitalisme. Sachant tout ça, à savoir que le capitalisme s'installe par l'expropriation des populations paysannes, c'est plus que fucked up que les gouvernements de l'époque, qui étaient éminemment capitalistes, aient décidé de renvoyer du monde dans les campagnes. Suivant la logique du capitalisme, c'est d'un non-sens colossal. C'est d'un non-sens pour eux autres, les capitalistes. Puis c'est pas pour rien que ça s'est soldé par un relatif échec, là, leur patente. La question reste quand même un peu sans réponse à savoir si c'était vraiment un échec ou bien si c'était finalement une manière par la bande de faire ouvrir des terres pour pas cher par du monde, encore cheap labor, pour après ça être capable d'aller exploiter les territoires dans ce bout-là. T'sais. Parce que ce qui s'est passé, le gouvernement des années 60-70 crissait le monde dehors parce qu'on développait la baie James un peu plus au nord, puis ils leur disaient tout de s'en aller travailler pour la baie James. C'est tout du capitalisme, encore une fois, là, ça. Là. Ils leur disaient d'aller, c'est ça, se poigner des bonnes jobs au nord pour, ou comme Yoris disait, d'aller travailler pour aller chercher des boîtes à lunch, aller ramasser les miettes qui tombent de la table des Américains, les miettes de la Domtar, les fumées de la Noranda, puis les retombées de la baie James. Dixit Horrible l'ancêtre. Les films, surtout Un royaume vous attend, montrent les paysans en train de quitter les paroisses. Puis Horace qui est en colère contre tous les fonctionnaires qui essayent de venir le convaincre de s'en aller. Le gouvernement dans ce temps-là donnait à peu près 3000$ aux cultivateurs qui voulaient déménager à Amos, Val-d'Or, Rouen, j'en passe là. 3000$, c'est à peu près ce que ça coûtait pour mouver ta maison dans ces villes-là. Fait que pas le meilleur deal du siècle, on s'entend. Mais malheureusement, souvent, les cultivateurs succombaient parce qu'ils en arrachaient à vivre sur leur terre. Il aimait mieux aller à la petite job, puis facile, c'ti. L'affaire qu'ils disent pas, c'est que le gouvernement n'a jamais rien fait pour aider ces cultivateurs-là à prospérer. Là. Ils ont juste vraiment tué à petit feu, réussir à les exproprier lentement mais sûrement pour finalement à un moment donné faire comme OK, là, c'est le temps de s'en aller, il n'y a plus personne qui veut rester ici. Fait que là, ils fermaient les paroisses. T'sais. C'était des terres là, qui ont été défrichées dans les années 30 à la hache, là, puis c'était pas. Pour Horace, c'était horrible. Montrer un extrait du film qui se termine d'ailleurs par une phrase très forte de Horace qui explique son point à un gars qui est un déménageur de maison. Fait que, mettons qu'Horace, il aime pas trop la face. Ce que c'est que je dis, c'est que tu trouves plus de cultivateurs. Dans le Laurentides de Palmerol, c'était populeux, ça. Puis il y avait des grosses familles, puis il y avait des garçons. Puis les garçons ont tous s'agré ça là, puis ils vivaient très bien. Il y avait tout chacun char. Puis ils ont tous s'agré ça là, puis ils sont en allés. Tu peux pas les attacher sur la terre. C'est faux!
Parce que de la relève, il y en a extrêmement de la relève. Mais qu'on donne aux cultivateurs le contrôle de fixer ses prix, qu'ils soient payés. Oui. Non pas fixés par les compagnies comme Canada Packer, comme Burns, comme Swift. Il serait lui qui a le gros monopole de l'alimentation. Oui, mais c'est dur pour une... Ah, c'est dur! Pour Une société qui se fait endormir est tout le temps dure à réveiller. Fait qu'en tout cas, je sais pas si ça vous sonne des cloches, tout ça, là. Mais exproprier des paysans pour les réduire à des travailleurs dans des mines ou des usines, il me semble que c'est pas mal ce que Marx nous disait quand il parlait de comment le capitalisme assoit son pouvoir. Dans le fond, là, les films de Perrault illustrent très bien les procédés par lesquels le capitalisme domine puis exploite le monde. Une fois que les gens avaient quitté leurs terres, le gouvernement faisait même replanter les terres en épinettes. On disait tout à l'heure qu'au 15e et au 16e siècle, ceux qui volaient les terres paysannes puis les terres communales transformaient ça en pâturage de moutons pour faire de la laine. Ben, en Abitibi, on replantait en arbre parce qu'on savait bien que ça allait bénéficier aux propriétaires de moulins-scies et aux propriétaires d'usines de pâte et papier pour éventuellement faire de la coupe d'arbres. C'est la même style de patente, là. Même affaire. Mais Chris, à 500 ans, c'est là qu'il y a comme une anachronie, tu sais, dans pourquoi qu'on a envoyé du monde là-bas, tu sais. C'est que dans le fond, c'était complètement une petite manigance capitaliste. Dans l'extrait que je vais montrer ici, c'est fascinant d'ailleurs, parce que dès le début, Horace et son chum, ils parlent de terre communautaire qui se fait voler par le gouvernement. Le gouvernement, puis bourgeois, là, propriétaire d'entreprise ou gouvernement, c'est la même affaire. Puis, c'est ça, c'est drôle parce qu'il parle de terre communautaire, exactement comme Marx le souligne. Fait que je vous mets, c'est un relativement long extrait, là, j'ai rabouté une couple d'extraits, fait qu'on écoute ça. Mais nous, on vient de faire un relevé de ce terrain-là pour le package communautaire. Pour les prairies communautaires. Ben, il y a place pour un package communautaire. Ou prairies communautaires. Ben, ça dépend. Mais bien mieux que ça, tu peux faire un grenier d'alimentation si tu veux. Parce qu'en foin, t'as pas besoin d'être là, Chris. En autant que t'as la terre, tabarnak. T'as qu'à peine de semer le trèfle puis venir le ramasser à l'automne. Puis nous autres, l'année passée, sur le comité forêt, il avait été entendu que les parties qui pourraient être utiles aux cultivateurs, ils seraient laissés de côté pour les cultivateurs. Puis là, ils sont rendus qu'ils continuent de planter. Ça veut dire qu'ils nous font aller là pour rien. Comment ils en plantent 2000 plants? Je sais pas. Un jour, comment ils en plantent 2000 plants? Non. Combien qu'est le contrat? Ah, 250 000. Puis combien qu'il y a d'or dans la plantation? Ah là, je sais pas vous dire. Puis s'ils le font ici, ils vont le faire ailleurs pour voir. Il faut se poser des questions à tabarnak, parce que 200 milliards, c'est des épinettes en esti. Parce que Gaulis, c'est bien plus vieux que moi, puis t'as pas jeté ça à terre dans ta vie, 200 milliards. Hein? S'ils le font ici, ils vont le faire ailleurs pour voir. On cultive, ça. Au moment qu'on cultive, j'ai pas le temps de venir du fourrer chier avec ça. Je veux dire, puis le monde qui veut travailler, ça. Planter ça dans une boîte, là-bas, à l'autre rang, il y avait rien que ça à faire. Non, ça choisit les terrains faits. Ça vous ça a coûté, vous faites ce terrain de même, vous autres, là? Je savais pas, vous connaissez pas ça. Non, vous connaissez pas ça. Prenez une chose à la main, tabarnak, venez chez nous, mais vous montrer ce que c'est fait de la terre. On l'a fait de la terre, nous autres, puis c'est à cette heure, vous autres, vous l'avez fait, vous la plantez en bois. Tabarnak. Hein? Faut pas avoir de tête, calice. Faut pas en avoir de tête. Non, c'est pas les autres. On n'a pas de différence. Les autres, ils viennent voir que ça veut dire que les cultivateurs, ils n'arrêtent pas. Mais j'ai dit, calice, allez voir les cultivateurs, puis ils vont vous le dire, tabarnak, comment on est runné. On fait à terre notre calvaire, puis le gouvernement l'a fait. Je viens des collègues blancs, il y a là. Il fallait que je les arrache les cravates. Puis ici, il n'y a pas une crise de roc, mon vieux, là-dedans. non. Hey, puis c'est pas croyable, c'est Tonel qui m'a dit qu'il avait mesuré, il y avait 800 orques à partir de la dernière maison, aller au bout. Ah oui. Si. Moi, ils m'ont donné un lot, tabarnak, qui est plein de souffle, calé. J'aurais aimé ça en tabarnak, avoir eu des bourrons de même. Chris. Ça, c'est des petits jobs que tu gagnes 300 piastres, puis après ça, tu as le cul à l'eau. C'est ça qui est la plantation. Je le sais, j'en ai fait, mais ça serait plus payant de l'avoir mis en trèfle qu'en épinette, cette crise d'affaires-là. Si, j'en ai fait. On en plantait à 2000 par jour, ces coconneries-là. Puis ils ont toute la tête rouge, là, puis ils s'en viennent maigres comme le nez à Bourassa. Ça va prendre au moins 70 ans. Avant que cette épinette blanche-là, mon vieux, avec 8-9 pouces de gros.
Le boissillard est rendu à 200 piastres du 1000 pieds. Dans 70 ans, au prix que ça coûte les plants puis le loyer de l'argent, il n'y a pas un calvaire d'homme qui va en acheter un épinette, calice. Pas un. Pas un. Pas un. Pas un. Puis ils appellent ça des grands spécialistes. C'est une farce, cette affaire-là. On le voit bien, mon vieux, que ça plaît à la gang qui possède les moulins-ci, cette affaire-là. Ça ne crée pas d'emploi. Mais que ça soit planté jusqu'au village, là. Vous me direz que le calice qu'on venir ici, à part les gars qui vont venir à la paderie jusqu'à temps que le chemin va passer. Après ça, il n'y a pas un tabarnak qui va venir ici. Il n'y en a pas un qui va venir ici. On va venir boucher ça dans les années 2040, 2050. Je vais être mort, il n'y a pas un os qui va me faire mal, moi, puis mes enfants viendront seulement pas ici. C'est de la folerie, ça, monumental. C'est ça qu'ils appellent un peuple intelligent, mais malade en soi. Il ne voit pas qu'il est malade, puis il se crée intelligent. Pas jaloux par rapport que tu travailles. Je l'ai fait, ce calice d'affaires-là. Mais je sais bien qu'il y a quoi de bien plus rentable pour des gars comme moi puis comme toi. Sacrement. Puis oublie pas qu'est-ce qui se colle là en ce moment, mon petit gars. Tu pèses pas pesant sur la balance. Et celui qui pèse pesant sur la balance, c'est celui qui sont propriétaires des moulins ici. Que toi, t'es taxé par tes impôts, tabarnak. Puis on donne ça à coût de 100 000 piastres. Les subventions, c'est un crème, aux propriétaires de moulins ici. Combien qu'il y en a dans la région? Les propriétaires de moulins-ci, dans 200 000 à la ronde, calice. Tu peux y compter s'il dit toi de ta main, sacrément. Puis ces gars-là sont assez influents, calice, qui font périr des centaines et des centaines de cultivateurs qui voudraient faire de quoi, calvaire. C'est ça, c'est pour ça que les gars se battent, c'est un crème. Pour les celui qui se battent. Ils se battent pas tous, je suis d'accord avec toi. Parce que cet après-midi, calice, c'est pas 3 gars, puis 10 gars, puis 15 gars. On devrait être au moins les 80 qui cultivent la terre, puis disent sacrément, Christ, ça va arrêter, cette affaire-là. C'est pas mal, hein? Le cas de l'Abitibi, c'est une anomalie historique, une anachronie grave de la genèse du capitalisme. C'est aussi un exemple de colonisation systématique comme Wakefield le voulait. On faisait travailler des colons un temps pour qu'ils génèrent assez de capital pour qu'à un moment donné, ils puissent s'en aller vivre sur leur terre là, un peu de manière indépendante. Puis après ça, eux autres, ben, ils réinvestissaient le capital créé pour faire venir d'autres colons. Puis c'est exactement ce qui s'est passé avec le développement du Nord, la baie James, puis pour finalement que la roue elle tourne sans fin. Puis c'est vraiment qu'est-ce qu'Horace a vécu. C'est d'ailleurs une des premières séquences de Un royaume vous attend. Quand il dit au début qu'il a travaillé, ben on écoute l'extrait là. Il y a 25 ans de travail puis de sacrifice hommes et femmes là-dedans. Puis en plus de ça, pour te prouver que les sacrifices sont extrêmement grands, ça fait 8 ans que j'ai des runs d'enfants d'école, tout mon argent a été mis sur la terre. L'étobus a grossi la terre. J'ai travaillé 13 ans avec à coup de force à Corrier de la Pitoune pour la compagnie Lebel. Ma femme restait toute seule, je l'ai exploitée à mort, ma femme. Pour y faire accraire qu'un jour, qu'on réussirait, puis on en aura un, voyons. C'est beau, cette affaire-là. C'est beau, cette affaire-là. On est encore dans l'espérance de vivre. Donc, voilà. Partout où il y a capitalisme, il y a expropriation, usurpation, injustice, violence, puis très certainement schizophrénie. C'est pas du tout le mythe, le rêve américain par excellence, l'idylle, nous dirait Marx, d'un ton très ironique. C'est pas du tout le mythe de l'homme qui s'est mis riche, qui a simplement travaillé fort pour chacun de ses petits sous, ou je devrais dire pour chacun de ses petits milliards. Marx, il l'a dit même en parlant des États-Unis de l'époque, là, il dit « D'autre part, la guerre civile américaine a créé une dette nationale colossale et toute une série de conséquences. Pression fiscale, création d'une aristocratie financière des plus grossières, donation d'une part énorme des terrains publics à des sociétés de spéculateurs pour l'exploitation des chemins de fer, des mines, etc. » C'est ce qu'on a fait au Canada. En un mot, une centralisation du capital extrêmement rapide. On parle des États-Unis du 19e siècle. La Grande République a donc cessé d'être un pays de rêve pour les travailleurs immigrants. La production capitaliste y avance à pas de géant. Hey, il disait ça déjà, là. Puis il y a encore du monde qui s'en va aux États, genre, je m'en vais make it, je m'en vais faire mon argent. C'était déjà au long gone à son époque. C'est pas vrai que c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. C'est avec des scènes qu'on fait les mêmes scènes, puis c'est avec
des milliards qu'on fait plus de milliards. Fait que c'est ça. C'est faux, cette idéologie-là. On vient de voir comment que le capitalisme s'installe. C'est de la grosse marde. Puis tout le monde qui veut vous faire croire le contraire, c'est pas vrai. C'est faux. La seule vérité qu'il y a, c'est que tout riche l'est aux dépens de quelqu'un d'autre. Puis il n'y a rien de mêlant là-dedans.